C'est une bonne situation, ça, pilote Ferrari? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir, qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, hein, comme je le disais là, parce que moi au contraire j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, ce goût de la vie qui aujourd'hui m'a aidé à entreprendre une destruction automobile, mais qui sait peut-être demain me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Nous sommes en 2022, après Jésus-Christ. Toute la Formule 1 est occupée par Red Bull. Toute? Non! Un village peuplé d'irréductibles Italiens résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires autrichiens, des camps retranchés de Maximus, Sergius, Christianus et Helmut Markus. Si seulement cela était vrai, mais comme le dit Otis, ce n'est pas une très bonne situation d'être pilote Ferrari aujourd'hui. Et oui, car l'équation pour les rouges s'est encore alourdie au soir de ce Grand Prix de France. En effet, des deux belligérants supposés pour le titre, Ferrari peut déjà compter sur la monture la moins fiable, sur les stratégies les plus faibles et sur les pit-stops les plus lents. Mais si en plus de ça, le pilote commence à commettre des erreurs en piste, eh bien le résultat sera sans appel. La saison 2022 risque de finir tôt, très tôt, trop tôt. Alors inutile de remuer le couteau dans la plaie à vif de Charles Leclerc, le monégasque étant le premier à s'auto-flageller dès que l'occasion se présente. Cela étant posé, la faute terminale du pilote Ferrari au 17e tour, au virage du Bosset, peut s'expliquer à deux niveaux. Du point de vue du pilote d'abord, je l'avais déjà évoqué dans une précédente chronique, mais je continue de penser que Charles Leclerc n'a pas connu le déclic qui le placerait au même niveau que Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le monégasque dispose d'une rapidité brutale sur un tour, sublime sa machine constamment en course et est l'un des meilleurs en roue contre roue. Mais il commet également beaucoup d'erreurs coûteuses. Et la question était de savoir si après une année 2021 certes malchanceuse, mais également assez brouillonne de sa part, le championnat 2022 pouvait incarner le déclic qui lui permettrait de jouer à la longue avec un Max qui lui-même avait parcouru son propre chemin de croix après l'accident de Monaco en 2018. Imola avait déjà donné un indice sur le fruit pas tout à fait mûr qu'était Leclerc. Et le Castellet en a été la malheureuse confirmation. Espérons pour Charles que ce crash devienne son Monaco 2018 à lui et qu'il se transforme en un métronome de performance, sans quoi, que ce soit cette année ou les suivantes, il n'aura aucune chance contre Max. Ensuite, si l'on regarde davantage le contexte, eh bien les circonstances atténuantes pour expliquer cette sortie de piste ne manquent pas. N'oublions jamais que Leclerc n'a d'autre choix que de surperformer pour compenser les bévues mécaniques et stratégiques de son équipe depuis Barcelone, et ainsi rattraper le leader du championnat. Ces bévues et leurs conséquences statistiques l'obligent en plus à justifier en permanence auprès de Ferrari sa domination évidente sur un Carlos Sainz moins rapide, mais politiquement plus malin. Autrement dit, Leclerc n'a pas été assez soutenu depuis le début de l'année par son équipe, et en réponse, il a été contraint de prendre plus de risques que nécessaire pour combattre Red Bull et asseoir sa domination chez Ferrari. Sauf qu'à force de tirer sur l'élastique... Résultat des courses, 25 points d'envolée et récupérés par Max qui décidément n'a pas besoin de forcer son talent cette année. Et pour ajouter à la morosité, il suffit de voir la rare empathie dont Christian Horner et Helmut Marko ont fait preuve à l'égard du monégasque devant les médias. Une empathie qui prouve que Ferrari n'est pas du tout considéré comme un adversaire dangereux par Red Bull, car on imagine mal une telle bienveillance à l'égard de Lewis et Mercedes l'an passé. En fin de compte, avec 63 points de retard, il faudra d'ores et déjà compter sur une série de défaillances côté Red Bull et sur 10 week-ends absolument parfaits pour la Scuderia en vue du Graal. En d'autres termes, Ferrarix va devoir trouver la marmite de potions magiques.
D'autant que l'abandon de Charles a une fois de plus démontré par l'exemple le manque de coordination criant au sein du cheval cabré. La course hachée de Carlos Sainz en a ainsi fait les frais. Alors en tant que pilote, Carlos a produit un week-end parfait, du samedi où il offre à son équipier une aspiration déterminante pour le gain de la pole, au dimanche où il dynamite le peloton jusqu'à produire un dépassement magnifique sur Russell à l'extérieur de la courbe des Cygnes, et un autre non moins impressionnant sur Sergio Pérez, entamé au virage 11 et terminé au virage 15. Malgré ses exploits, Ferrari aura tout de même trouvé le moyen de mettre en péril l'Espagnol. D'abord en lui infligeant une pénalité de 5 secondes suite à un unsafe release particulièrement grossier, et non un stop and go comme l'affirme l'ingénieur de Sainz à la radio tel un mollusque, puis en obligeant le pilote à s'arrêter à 11 tours de la fin. Alors sur ce deuxième point, on pourra toujours expliquer qu'il valait mieux terminer en gomme fraîche que sur les rotules. Pour autant, il me semble que Sainz ne perdait pas grand chose à tenter d'amener ses gommes médium jusqu'au bout. Au mieux, il aurait terminé P3 ou P4. Au pire, il serait retombé P5 si son train avait lâché. Mais bon, vous me direz qu'avec Ferrari, on n'est plus à ça près. C'est donc Mercedes qui a comblé le trou béant de Challenger que Ferrari avait laissé derrière lui en France. Et quoi qu'on en dise, même si le déficit persiste, notamment en qualif, la victoire se rapproche. Véritable obélix de la Formule 1, Lewis Hamilton semble être retombé dans la marmite de potions magiques, en dominant encore son coéquipier tout le week-end pour une P2 finale. Mais plus que le résultat brut qui doit être relativisé après l'abandon de Leclerc et les déboires de Sainz, c'est le symbole qui rend cette performance intéressante, car débarrassé de son rôle de testeur de l'extrême sur sa W13, le rouleau compresseur Hamilton semble fonctionner à nouveau malgré les 300 menhirs dans les pattes. Pour autant, derrière lui, Georgius n'est pas en reste. Et s'il peine un peu plus dans l'exercice qualificatif, il parvient toujours à maximiser le résultat le dimanche. Sa manœuvre opportuniste sur Sergio Pérez, certes aidée par le cafouillage de la FIA en fin de virtual safety car, en est une parfaite illustration. Un double podium donc pour la marque à l'étoile, qui montre une progression notable depuis le début de l'année. Après avoir peiné à s'extraire du milieu de peloton, après s'être retrouvé dans un no man's land depuis, Mercedes peut commencer à songer pouvoir battre à la régulière une Red Bull ou une Ferrari de temps à autre. Et au sein d'une Gaule colonisée par les 3 top teams, c'est la guerre des clans. Le valeureux village d'Alpinix résiste pourtant bien au siège, en se positionnant de plus en plus comme la 4e force du plateau. Sur un tracé typique, Alonso a montré sa supériorité en interne et son intelligence de vieux renard face au McLaren, tandis qu'Esteban Ocon a fait le boulot malgré un accrochage malheureux avec Yuki Tsunoda au premier tour. Toutefois, rien n'est acquis pour la 4e place. Les évolutions de McLaren semblent fonctionner, si bien que pour la première fois depuis des lustres, Lando Norris et Danny Rics ont pu profiter d'un week-end régulier et sans mauvaise surprise. Et pour compléter le top 10, petite mention spéciale à Lance Stroll qui, grâce à un nouveau départ Fantastics, est parvenu à accrocher le point de la P10, au prix toutefois d'une petite manœuvre de défense discutable contre son coéquipier Assurance Tourix. J'étais obligé de la faire. Passé les faits de course et leurs conséquences, un air de nostalgie s'est abattu tout le week-end de ce Grand Prix de France, avec une question sur les lèvres de chacun. Le César de la F1, Stefano Domenicali, voudra-t-il toujours de la Gaule? Même si le tracé ne fait pas rêver et que la course ne fut pas le parangon sportif de l'année, la ferveur des 200 000 spectateurs présents sur place le dimanche fut telle qu'on espère qu'elle pèsera de son poids lors des négociations. À moins que... Le lion ne s'associe pas avec le cafard! Quoi? Merci d'avoir écouté cette chronique. Si elle vous a plu, je vous laisse me partager vos réactions en commentaire. Sinon, comme d'hab, pouce, abonnement, partage, cloche, tout le tralala feront de moi un homme reconnaissant. À la semaine prochaine. Allez, ciao!